Donc je vais prendre la parole la première. Tout d'abord, je suis très touchée qu'on m'ait invitée, que je sois parmi vous pour échanger. Je dois avouer que ça me touche énormément, d'autant plus que je crois que pas mal de gens qui sont justement d'Agrignum ne connaissent pas le comité auquel j'appartiens. Évidemment, je suis prof d'université au CNAM, qui n'est pas la Caisse nationale d'assurance maladie, rassurez-vous, hein, mais souvent il y a une confusion. Mais également, j'appartiens au comité national d'expertise de l'innovation pédagogique qu'a créé le ministère de l'Agriculture. Qui est implanté à la DGER, et nous suivons donc les innovations pédagogiques mises en œuvre dans l'enseignement agricole, que ce soit au niveau du collège, du lycée, de l'enseignement supérieur. Donc je pense que pour certains qui s'intéressent à l'innovation, c'est quand même intéressant de voir qu'il existe un comité national d'expertise et vous pouvez leur demander des choses, vous pouvez effectivement échanger avec ces personnes-là, qui sont composées effectivement de gens de l'enseignement agricole, mais également de chercheurs, de pédagogues, de gens très divers, d'universités, même en Belgique. Voilà, donc je vais commencer mon exposé peut-être en vous disant que mon objet de recherche depuis plusieurs années, comme l'a dit Angelo, c'est effectivement l'innovation en éducation et en formation. Qu'est-ce que c'est que cet objet étrange, hein, étrange attracteur d'ailleurs, car on parle d'innovation, inévitablement on est jeune, on est positif, on est dynamique, quelqu'un qui n'innove pas et quelqu'un qui ne vit pas. La vie, elle est constitutive presque de l'innovation. Et cette montée en puissance de l'innovation va même jusqu'à l'injonction à l'innovation. Quelqu'un qui n'innoverait pas serait quelqu'un qui n'aurait plus d'identité actuelle. Il faut innover, et on a une espèce de regard qui est un peu négatif pour celui qui n'innove pas. Alors je trouve qu'en pédagogie, il faut quand même poser la question. Alors je vous propose de vous exposer très rapidement l'innovation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette chose qui est arrivée, une montée en puissance absolument incroyable depuis les années 1960, poussée d'ailleurs par les développements technologiques, numériques, hein, je ne nie pas du tout ça, mais je pense qu'il faut avoir quand même un regard critique par rapport à ça et voir qu'est-ce qu'on fait exactement, notamment lorsqu'on rentre en pédagogie. Alors, je vous rappellerai très très rapidement, parce que je veux laisser la parole à mon voisin, le contexte socio-historique de l'émergence de cette innovation. Elle n'est pas née de rien. Avant innovation, c'était vraiment un caractère, je dirais, qu'on rejetait. Donc, je vais aborder avec vous le contexte socio-historique très rapidement, et puis les pédagogies innovantes et leur modèle d'apprentissage. Alors, pourquoi parle-t-on d'innovation à l'heure actuelle? C'est un mot, comme je le disais, une sorte de mot mana, où j'ai regardé avec une étudiante qui a fait sa thèse là-dessus. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de masters où le titre du master est innovation. On met innovation partout. Innovation, c'est la porte d'entrée pour faire quelque chose. Donc on se trouve d'ailleurs avec des amalgames d'innovation, avec des sujets qui n'ont absolument rien à voir avec innovation. Donc là, il y a un enjeu extrêmement fort. Je sais que j'ai regardé par exemple les discours politiques. Vous avez les hommes politiques qui vous parlent d'innovation. Vous avez aussi bien Le Pen qui vous parle d'innovation, que Mélenchon. Tout le monde parle d'innovation. C'est quand même assez curieux. Alors, il y a effectivement des origines qui sont des origines, je dirais, philosophiques et économiques. Je vais passer rapidement car je pense que vous êtes au courant. Alors, ces innovations philosophiques, c'est effectivement, je pense que vous connaissez tous Weber, qui a dit qu'il y a effectivement à voir quelque chose avec l'innovation et la religion. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais effectivement, c'est la place de l'homme dans la société qui, effectivement, a développé l'innovation, notamment son autorisation. C'est-à-dire que jadis, on ne s'autorisait pas à penser, on ne s'autorisait pas à faire des choses par soi-même, on était plutôt dans une conception sociale qui était du collectif. Nous sommes avec l'innovation dans une conception sociale de l'individu.
l'individualité. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de collaboration, que se développent des projets. Il n'empêche qu'il y a une hypertrophie de l'individu et que l'innovation aide à cela. Elle est basée là-dessus, sur je m'autorise, je deviens l'auteur de ma vie. Et quand on regarde quelques siècles avant, on s'est aperçu qu'effectivement, c'était plutôt du collectif. Donc il y a une valeur religieuse, ou je dirais plutôt de transcendance de la société que nous voulons, qui est une société plus d'individus que de collectifs. Le deuxième point, c'est le point économique qui a fait éclater l'innovation, et vous vous en doutez, c'est Schumpeter. Tout le monde se réfère à Schumpeter, et c'est vrai qu'à partir du moment où les entreprises devaient se développer, il fallait innover. Donc une course en avant pour produire et produire et produire encore et produire encore, non seulement des objets nouveaux, mais des consommateurs, dont on travaillerait sur l'envie et les besoins de consommer. Et il y a une course absolument folle qui est de l'objet nouveau, et une sorte de fascination de nos sociétés actuelles pour tout ce qui est nouveau. Ça n'est pas du tout une condamnation, ce que je dis, parce que c'est très humain, mais il y a quand même une sorte de fascination qui peut parfois nous aveugler. Alors, je voudrais revenir très rapidement sur la définition de l'innovation. J'ai plus de 600 définitions de l'innovation sur mon bureau. Elles sont toutes valables. Et comment faire pour arriver à stabiliser une définition de l'innovation? Alors, j'ai travaillé sur ces 600 définitions et j'ai vu qu'il y avait ce qu'on appelle des constantes, c'est-à-dire des éléments qui apparaissent dans toutes les définitions. Alors, le premier élément, c'est le nouveau. C'est nouveau. Le nouveau, bon, vous me direz que étymologiquement, innovation, c'est innovation, c'est nouveau. C'est de l'introduction du nouveau dans quelque chose d'existant. On va voir que ce n'est pas si simple que ça, et que le nouveau, surtout en matière pédagogique, n'est pas forcément celui auquel on pense. Deuxième point, deuxième invariant, comme on dirait, c'est celui des valeurs. C'est-à-dire ce que je vous disais, quelle société voulons-nous? Quel type d'homme, quel type de jeune homme, jeune femme nous voulons former? À quelles conditions? Et il y a effectivement dans l'innovation non seulement l'attrait du nouveau, mais l'attrait de nouvelles valeurs sociales, une nouvelle société qu'on va construire, sans forcément l'expliciter. Ça, c'est extrêmement important, on y reviendra. Ensuite, il y a bien sûr dans l'innovation le changement. Je change, mais tout change, la vie change. Nous vieillissons, la société se transforme, il y a effectivement des évolutions technologiques. Mais l'innovation, c'est un changement particulier. C'est un changement volontaire, délibéré et intentionnel. Je veux innover, je veux changer, même si j'y arrive pas bien. Donc il y a vraiment de l'intentionnalité du volontariat dans l'innovation. S'il y a cet aspect d'inconscience, on change, mais on n'innove pas. Et enfin, l'innovation est aussi une prise de risque. On ne sait pas ce que ça va donner. J'essaye, je verrai bien ce que ça donne avec les jeunes, je verrai bien si ça marche, si ça ne marche pas. Et donc, dans l'innovation, il y a un droit à l'erreur. Moi, j'ai dans ma besace, je ne sais combien de quantités d'innovations qui ont échoué, qui n'ont pas réussi, par exemple l'introduction des maths modernes à l'école, l'introduction de la linguistique, etc., etc. Nous avons quantité. Donc ça ne veut pas dire que l'innovateur va réussir. On a cette perspective, effectivement, d'efficacité pour l'apprentissage. Mais on n'est pas sûr. Et l'erreur est consubstantielle à l'innovation. Alors, la composante peut-être essentielle de l'innovation, ce serait celle de la créativité. On est créatif quand on innove. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Créatif, ce n'est pas n'importe quoi. Je tiens à distinguer avec vous la créativité de la création. Nous sommes tous créatifs, mais nous ne sommes pas tous créateurs. La créativité, nous avons la compétence. Nous sommes capables d'imaginer des choses. Maintenant, quelqu'un qui serait innovateur toute sa vie, je le plains parce qu'il va être complètement épuisé. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors donc, la créativité, il faut de l'expertise. Si vous êtes enseignant innovateur, il faut que vous ayez de l'expertise en enseignement. Il faut que vous soyez des pédagogues déjà assez avertis, vous ayez des compétences professionnelles. Et puis, il faut avoir la capacité de la pensée créative.
Alors, il y a des organismes qui essayent de développer ça. Il y a comment on dit, des stages de formation pour créer, imaginer, on fait du brainstorming, enfin il y a des tas de, je dirais, d'outils pédagogiques pour développer la créativité. Et puis il y a aussi la motivation, c'est que je veux innover. Vous avez des gens, ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas innover, ils ont peur, c'est une prise de risque, puis moi je suis habituée à ça, il y a la routine, il y a l'habitude, mais aussi je pense qu'il y a des arguments extrêmement forts et que nous ne prenons pas assez en compte. Lorsque nous parlons par exemple de résistance à l'innovation, je pense qu'il faut y regarder de plus près, notamment en matière de pédagogie. Il y a quelque chose qui est derrière tout cela, ce que je vous disais, les valeurs, c'est peut-être pas les mêmes valeurs, il y a aussi peut-être la conception du changement, il y a peut-être des éléments comme ça, il faut regarder de plus près. Et moi, j'évite de parler de résistance à l'innovation, mais je veux voir qu'est-ce qui fait que certains enseignants ne font pas des MOOC, ne font pas la pédagogie renversée, ne font pas... Ils ont peut-être, eux également, des raisons. Ce n'est pas forcément nous qui avons raison. Et cet aspect de militantisme, de l'innovation à tout crin, me fait parfois un peu peur. Alors, les 5 composants de la créativité, je vais passer très vite. Donc, je vous ai dit, c'est imagination, curiosité, persévérance, collaboration et discipline. Et quand je dis collaboration, il y a derrière cela les individus et l'individualité. Elle n'est pas gommée. Je ne veux pas dire que c'est la sérialité dont parlait Jean-Paul Sartre, mais il y a quand même un aspect de l'individu qui est pris en compte et qui est très, très fort. Donc je vais passer très vite. Alors maintenant, les innovations, vous avez toutes sortes d'innovations, innovations techniques, innovations technologiques. Nous baignons dans une société qui invente des objets nouveaux chaque seconde, je dirais, chaque jour. Et ça va d'ailleurs en s'accélérant. Notre société actuelle invente à chaque fois des éléments nouveaux ou des recombinaisons, des recompositions d'objets anciens. Mais il faut bien dire que l'innovation en pédagogie, et ça je défends depuis très longtemps cette idée-là, c'est que ce n'est pas une innovation technologique. Ce n'est pas parce que je vais introduire un ordinateur ou que je vais introduire l'obligation de lire des capsules chez le jeune, chez lui, et puis après de retravailler, que forcément je fais de l'innovation. Qu'est-ce que je veux faire derrière cela? Quelles sont les finalités? Quel type d'individu je construis? Est-ce que je n'exacerbe pas l'individualité des jeunes? Est-ce que je n'exacerbe pas leur façon de se conduire? Est-ce que c'est cette société-là que je veux? Et je pense qu'il est utile de se poser la question et non pas d'avancer tête baissée, tête sur le guidon. Alors, il y a les formes aussi. Vous savez que je dis souvent que la pédagogie et l'enseignement, c'est d'amener les jeunes, parce que les jeunes apprennent. Ils apprennent malgré l'école, même quelquefois. On parle d'apprentissage informel. Chez eux, on a envie d'apprendre toute notre vie. Donc, de ce côté-là, on n'a pas de problème. Alors, pourquoi les jeunes n'apprennent pas? Eh bien, c'est parce que, quelquefois, on veut leur faire apprendre des choses qu'ils n'ont pas envie. Mais pourtant, l'école, l'université, c'est bien de faire apprendre à quelqu'un quelque chose qu'il n'aurait jamais appris par lui-même. Donc, on est dans des formes scolaires, dans des formes universitaires, avec une règle de transmission et d'acquisition. Alors, je sais que le terme transmission est peut-être inapproprié, mais on pourrait en discuter, de compétences qui sont guidées. Parce que le jeune, s'il est là, c'est parce que justement, il y a un certain nombre de choses qu'il ne connaît pas et qu'il va apprendre. Alors, les fonctions de l'enseignement ou de l'enseignement universitaire, c'est 2 fonctions incontournables qui sont la socialisation. Effectivement, on se socialise avec les autres. Vous savez qu'on réunit dans l'enseignement primaire, dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement supérieur. On a eu depuis Jean-Baptiste Lassalle, les frères des écoles chrétiennes, on a regroupé des jeunes du même âge et de même niveau dans une même salle. On pourrait imaginer une autre forme d'enseignement. Mettre des adultes et des jeunes de différents âges en même temps pour un apprentissage. Ça ne s'est pas fait parce que la technologie nouvelle n'intervient pas là. Il y a des pédagogies qu'on abandonne parce que la technologie nouvelle n'est pas là. Bon, on pourra échanger après. Alors, les acteurs, bien sûr, les acteurs impliqués,
Ils sont multiples dans l'innovation. Ils sont prédéfinis parce que nous sommes dans une institution universitaire. Et il y a aussi un développement de compétences professionnelles. Je ne sais pas si vous avez regardé, en même temps que la montée en puissance de l'utilisation du numérique dans l'enseignement supérieur, nous avons également une montée en puissance de la professionnalisation de nos enseignements. D'ailleurs, c'est pour ça que chez nous, on a créé des MOOC pour des disciplines extrêmement faibles où nous n'avons que 2 ou 3 étudiants. Les MOOC nous permettent d'avoir des Australiens, des Américains, des Japonais, et donc ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'étudiants qu'en présentiel où nous avions 3 plaies et 2 tondus. Alors, comment se diffuse l'innovation? Alors, sa valorisation, c'est vrai. Il y a des éléments pour la valoriser. Ici, présentement, nous sommes là pour valoriser effectivement l'innovation. Elle est déjà valorisée, donc on est vraiment sur une chose acquise. Mais il y a un niveau concerné, il y a des acteurs engagés. Il faut voir comment ça se fait, comment ça se transmet. Il y a une influence sociale énorme, comme je vous disais. Il y a une montée en puissance. Oui, je suis bien là. De l'innovation. Il y a des intérêts aussi. C'est-à-dire que l'innovation, c'est aussi un enjeu social, un enjeu de pression, un enjeu de pouvoir. Qui caractérise quelqu'un comme innovateur? Est-ce que c'est celui justement qui utilise les outils numériques ou c'est celui qui a transformé les relations avec ses étudiants? Nous sommes là vraiment dans une question qui me paraît fondamentale et qui doit être étudiée avec critique, avec distance. Alors, bon, le phénomène du crayon, vous connaissez, c'est la diffusion de l'innovation, on en parle, et puis ça, il y a les leaders, il y a ceux qui sont plus lents, et puis il y a ceux qu'on considère comme les résistants. Ah, pardon, je n'ai pas passé. Ah, c'est bon, merci beaucoup. Alors, je voudrais revenir sur l'innovation en matière pédagogique. Alors, je voudrais rappeler ce que c'est que la pédagogie, parce que je pense que c'est essentiel. La pédagogie, ce n'est pas de l'instrumentalisation, ce n'est pas du numérique pur, c'est quand même 3 pôles qui me paraissent essentiels. Je le rappelle parce que j'ai insisté tout à l'heure, c'est le pôle des finalités. Qu'est-ce que nous voulons faire comme citoyens de demain? Qu'est-ce que nous voulons forger? Et puis, il y a bien sûr le pôle des connaissances et il y a le pôle des pratiques, c'est-à-dire comment l'enseignant va pouvoir inventer et comment les institutions vont lui permettre effectivement de développer cela. Par exemple, ce que disait tout à l'heure M. Prévost, si nous changeons rien que l'architecture et le mobilier dans l'amphithéâtre, nous aurons sans doute une pédagogie différente, mais encore faut-il que l'enseignant s'y investisse et qu'il puisse faire des choses avec les jeunes. Alors, je passe sur les modèles d'apprentissage, vous les connaissez, hein, il y avait avant, il y avait quand même une évolution de la conception de l'apprentissage. Mais je tiens à vous dire qu'à l'heure actuelle, il y a aussi des conceptions de l'apprentissage qui peuvent être remises en cause dans 10 ou 15 ans. Nous sommes sur des paradigmes qui évoluent et qui changent de compréhension de l'apprentissage des jeunes. Au fond, nous n'en savons rien, nous essayons de construire des modèles de compréhension. À l'heure actuelle, c'est le cerveau qui prime. Les neurosciences. Avant, nous avons Damasio qui nous parlait de l'émotion, de l'affectivité jouant un rôle dans les apprentissages. Donc nous passons de paradigme à paradigme et nous ne sommes jamais sûrs du modèle d'apprentissage que nous utilisons. Et il faut dire aussi que les objets numériques influent énormément sur les modèles d'apprentissage. Alors, quelques pédagogies innovantes, eh bien, vous en avez kyrielles. Vous en avez des multiplicités de ces pédagogies. J'en ai listé là, mais je pourrais effectivement en lister des centaines et des centaines. Je tiens à ajouter que ce n'est pas parce que vous avez un objet nouveau que vous faites de l'innovation pédagogique. Je disais il y a quelques années, un enseignant qui utilise l'ordinateur pour ses élèves, il peut très bien l'utiliser à la manière d'un manuel scolaire. Il n'a absolument pas changé sa pédagogie. Et quelquefois, il vaut mieux ne pas avoir d'étouffement numérique pour pouvoir avoir des relations d'apprentissage avec le jeune. Les relations d'apprentissage se font de l'enseignant aux jeunes, mais également entre jeunes. Et d'ailleurs, vous avez vu, enfin nous au CNAM,
on l'expérimente bien, que le présentiel devient quand même indispensable à un moment donné du développement de l'apprentissage. Je crois qu'on ne pourra jamais, jamais totalement supprimer le présentiel. Alors on essaye les Skype, on essaye d'autres éléments pour communiquer à travers un ordinateur. Il n'empêche que l'éducation me paraît quelque chose de très particulier, l'enseignement me paraît quelque chose de très particulier, et il ne faut pas oublier cette relation enseignant-étudiant et entre étudiants. Voilà, je crois que je vais passer la parole à mon voisin. Peut-être dire 2 ou 3 mots sur la constatation que j'ai eue de l'utilisation de ces objets numériques. Alors j'ai trouvé qu'il y avait des tendances dans l'innovation, des tendances actuelles. Je n'aurais pas dit ça il y a 10 ou 15 ans. La première tendance, c'est qu'on a la ludification de l'apprentissage. Il faut qu'on s'amuse, la gamification, comme on dit, il faut qu'on s'amuse, il faut que ça plaise. Alors on a les serious games, on a toutes ces choses-là. On a aussi les outils. Quand on a des outils, ça c'est super, on innove. Mais je vous disais, les outils ne suffisent pas en pédagogie. Les tablettes, les iPads, enfin, je passe. Et il y a aussi la motivation des apprenants. Alors, cette motivation par un subterfuge qui, à mon avis, ne va pas continuer à marcher, c'est celui de la gamification. On pense que, justement, par le jeu, par l'intérêt du jeu, par l'astuce, par la résolution de problèmes, on va motiver les jeunes. On va les motiver jusqu'à un certain moment, mais je crois qu'il va falloir réfléchir vraiment à ce processus de motivation et d'enclenchement d'intérêt dans l'apprentissage. Il y a cet élément essentiel, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à ce que le jeune soit confiant dans ce qu'apporte l'enseignant et ce qu'il dit. Ce qui n'est plus vrai, car nous avons des problèmes, je ne dirais pas des problèmes, mais des différenciations de relations intergénérationnelles. Et les enseignants sont bien sûr un peu plus âgés que les étudiants. Et je dirais, ce gap de génération ne fait que croître et embellir. Et donc cette différence peut effectivement jouer dans le climat de confiance. Et puis il y a aussi la simulation émotionnelle avec cette interface technique. Je vous recommande la lecture de Torkel, qui a parlé effectivement, il y a des gens qui parlent à leur ordinateur et qui parlent à leur objet technique comme si c'était des individus, qui les insultent, qui les cajolent, qui leur dit des gentilles choses, qui leur sourit. Enfin bref, toutes ces choses-là font effectivement une transformation de l'individu, une transformation de l'apprentissage en étant extrêmement prudent sur ce qu'on fait. À quoi cela conduit? Faut-il répondre obligatoirement à la pression sociale, à la pression technique et technologique qui n'attend, moi j'étais à Ludovia l'année dernière, qui n'attend que ça avec les Fab Labs, avec les start-up qui cherchent à vendre dans les écoles, qui cherchent à vendre dans les universités un ensemble d'appareils informatiques dont peut-être nous n'avons pas toujours besoin pour l'apprentissage des jeunes. Voilà, je vais terminer là et puis les questions arriveront sans doute après.